C'est parti pour la relance des activités au nord Mali. Coût de l'opération environ 24 milliards de francs CFA. Elle concerne la deuxième phase du programme d'urgence pour la relance du développement des régions du nord. Un financement entièrement assuré par le budget national. Le prix du kilogramme de la viande est maintenu à 2000 francs CFA à Bamako. Une convention d'un montant de 75 millions de francs CFA vient d'être signée dans ce sens entre le ministère du Commerce, la Banque malienne de solidarité, le syndicat des bouchers et autres partenaires. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre présence, je vous souhaite la bienvenue. Démarrage ce matin ici à Bamako des travaux de la revue technique du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. 2 jours durant, les différents acteurs de la question vont faire le point de la mise en œuvre des politiques et stratégies gouvernementales. Amadou Sankaré, les détails. La génération 2012-2017 du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté, qui est à sa 2e année d'exécution, évalue le chemin parcouru. Il s'agit de faire une analyse des perspectives pour les années à venir dans les différents secteurs, mais également dégager les forces et faiblesses constatées. L'année 2013 a connu une croissance économique relativement modeste. Nous sommes à 1,7%. Donc la revue de cette année devrait tenir compte de ce contexte et de se rendre compte que tout n'a pas pu se faire comme cela se devait compte tenu de la crise que nous avons traversée. Elle doit être, en notre sens, une bonne opportunité pour questionner un certain nombre de choses, un certain nombre d'acquis et se situer dans un contexte où nous avons aujourd'hui le tableau des éléments stratégiques en place, nous avons le plan d'action gouvernemental, nous avons la déclaration de politique générale du chef de gouvernement. Ces échanges autour des résultats de la mise en œuvre de politiques et stratégies macroéconomiques et sectorielles prennent également en compte les résultats des principales revues, notamment sur l'éducation, la santé, le développement social, l'agriculture et bien d'autres domaines. Quant aux autorités, elles fondent beaucoup d'espoir sur les conclusions de cette rencontre. Les conclusions et recommandations de vos travaux serviront de base au dialogue politique entre le gouvernement, les partenaires techniques et financiers et les autres acteurs au niveau décisionnel. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à des débats techniques francs et constructifs en vue d'alimenter un dialogue politique de qualité qui débouchera, j'en suis certaine, sur des conclusions et recommandations pertinentes pour une meilleure mise en œuvre de nos politiques et stratégies. Ainsi, je vous exhorte à plus de précision et de concision pour focaliser le débat politique sur l'essentiel. Après le volet technique de la revue, il est prévu ce mardi l'aspect politique qui réunira les membres du gouvernement et les chefs d'agences d'aide et de coopération. Promesse faite, promesse tenue. En ce mois béni du Ramadan, le ministère du Commerce continue d'être au chevet des ménages. Le prix du kilogramme de la viande est maintenu à 2000 francs CFA à Bamako. Une convention vient d'être signée dans ce sens entre le ministère en charge, la Banque malienne de solidarité, le syndicat des bouchers et autres partenaires. D'un montant de 75 millions de francs CFA, la convention vise à financer 150 bouchers au niveau de la capitale en raison de 500 000 francs CFA chacun afin de stabiliser le prix de vente de la viande. Ce financement est la suite logique de la subvention de 200 millions mise en place par le gouvernement au profit des consommateurs. Le reportage de Brahma Traori. 5 signatures pour un seul objectif, maintenir le prix du kilogramme de la viande à Bamako à 2000 francs CFA. Un engagement du ministère du Commerce, de la Banque malienne de solidarité, du syndicat des bouchers et bien d'autres partenaires. Les différentes parties ont donc conclu une convention dans ce sens. La convention s'est imposée comme la suite logique de la subvention qui a été mise en place par le gouvernement au profit des consommateurs dans le but de stabiliser le prix de vente de la viande. La convention d'aujourd'hui se veut une opération spéciale de financement des bouchers dont l'objectif est de maintenir le prix du kilogramme de viande à un prix inférieur ou égal à 2000 francs. Je dis bien inférieur ou égal à 2000 francs. De façon précise, la convention porte sur le financement de 150 bouchers au niveau du district de Bamako. Coût total, 75 millions de francs CFA. Un effort financier apprécié par les bénéficiaires. Merci Monsieur le ministre, merci le gouvernement
pour votre soutien. Je vous encourage et je vous donne ma parole que nous aussi, nous les bouchers, on ne vous trahira jamais. On va vous accompagner, nous serons main dans la main, en tout cas pour le développement de ce pays et surtout pour la profession de la boucherie malienne. Le véritable produit que nous avons, il faut que cette population ait ce produit-là aisément et à la portée de tout le monde. L'argent qui vous sera remis à travers le concours de la Banque malienne de solidarité est un prêt remboursable dans un délai de 24 mois. Je vous invite alors à faire bon usage de la somme que vous allez recevoir. Du bon usage que vous ferez de ce prêt dépendra la poursuite de l'opération que nous venons d'engager. En effet, un remboursement correct de vos prêts respectifs vous permettra de bénéficier d'un autre prêt à la fin de votre échange. Et mieux, d'autres bouchers pourront être financés. 400 autres bouchers seront financés au niveau de toutes les régions du Mali, de quoi confirmer les soucis du gouvernement à soulager davantage les consommateurs. Et les partenaires financiers disent résolument engagés à accompagner l'opération. Pour ce qui est du déroulement de l'opération, nous avons déjà commencé depuis vendredi à mettre en place une équipe pour permettre à ce que les bouchers aient le financement au plus tard le mercredi, les délais convenus. Donc, pas plus tard que ce matin, l'équipe même a recueilli la liste des bénéficiaires et nous sommes en train de procéder à l'identification et à l'ouverture des comptes. Nous ne ferons pas défaut à notre objectif d'accompagner un peu l'économie réelle, parce que là, c'est vraiment la mission principale de la Banque malienne de solidarité. Bon à savoir, le décret relatif à l'exportation du bétail adopté en 2000 sera appliqué dans toute sa rigueur. Désormais, pour exporter les bétails, certaines conditions sont à remplir. L'éleveur doit s'inscrire à l'APECAM, disposer d'un numéro d'identification, prendre une intention d'exportation, avoir une autorisation du gouverneur des régions et doit faire en douane une déclaration d'exportation. Ces mesures entrent en vigueur à partir de ce 14 juillet 2014. L'Union africaine renforce la mobilité opérationnelle des forces de sécurité du Mali. Elle vient de remettre des véhicules tout-terrain à notre pays d'une valeur d'$1 million américains. Mamoudou Sidibé. Bâtir une Afrique intégrée, prospère et en paix, dirigée par ses citoyens et constituant une force dynamique sur la scène mondiale, cette phrase lisible au flanc des 17 véhicules tout-terrain exprime toute l'ambition de l'Union africaine qui vient de faire don de ces véhicules. Ces véhicules ont coûté à l'organisation $1 million américains. Cet équipement moderne, parfaitement adapté aux réalités topographiques de notre pays, contribuera sans nul doute à renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité de notre pays, participant ainsi de façon active à la lutte contre l'insécurité dans nos villes et campagnes. En remettant les clés des véhicules, le représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel promet de continuer d'apporter le soutien de l'institution dans d'autres domaines. Je me réjouis de pouvoir vous remettre un premier lot de 13 camionnettes de type Toyota. Le deuxième lot, composé de 4 ambulances et de 3 camions déjà commandés, vous sera remis au fur et à mesure qu'ils seront livrés par le fournisseur. Je voudrais ainsi, à ma qualité de haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, vous réitérer la ferme détermination de l'Union africaine à appuyer les autorités maliennes pour le retour à la paix et à la sécurité du pays. La signature du protocole d'accord vient concrétiser cette volonté de la mission de l'Union africaine à l'adresse du Mali. Visite du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et de l'Eau le week-end dernier dans les communes de Massigui, Djoila et de Fana, ceci afin d'apporter des solutions à la pénurie d'eau qui touche ces localités. Nos envoyés spéciaux, Daouda Sidiki Diarra, Sekou Kouyaté, nous en disent plus. Un accueil à la dimension de l'événement. Malgré l'abondance des pluies dans le cercle de Djoila, les populations sont confrontées à une pénurie d'eau potable. Le ministre est venu voir et comprendre ces problèmes à Massigui, Djoila et à Fana. Ici, c'est la texture du sol qui fait que l'eau ruisselle, ça coule. La quantité qui doit infiltrer le sol n'est pas importante. Et donc, la question d'eau telle qu'à Massigui, ce qui a été posé, c'est qu'il faut aller
en des lieux très profonds pour chercher de l'eau potable. Je pense que nous allons travailler dans ce sens. Devant des populations enthousiasmées par cette visite, le ministre a évoqué tous les aspects liés à la recherche d'un cadre de vie sain des populations. L'environnement a changé, le poids démographique a augmenté, les besoins sont importants, mais je pense que les services aussi nous ont rassurés. On n'est pas en train de chercher à résoudre le problème d'eau potable pour l'effectif actuel. On s'est projeté dans l'avenir pour atteindre un effectif de 10 000 personnes avec en réponse à peu près 300 mètres cubes jour. Ce qui inquiète de plus en plus ici, c'est la déforestation. Des agriculteurs abandonnent leurs champs au profit de l'exploitation du charbon. C'est vrai que ça peut paraître bizarre. Aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est plus facile de vivre des ressources naturelles, laisser le champ, aller couper le bois. Mais sauf que les forêts, quand on se met à les couper, c'est la déforestation qui s'installe. C'est la dégradation des sols. C'est des effets en chaîne. À la suite de cette visite, une rencontre d'échange avec les cadres du cercle a permis de dresser au ministre des actions entreprises par les collectivités pour soulager la population. On a un comité d'eau, mais qui n'est pas lié avec la SOMAGEP. Et nous voudrons aujourd'hui que vraiment la SOMAGEP gère vraiment ce qui se passe et ce qui se trouve à Dioula. À l'issue de la visite, le ministre a salué la participation massive des différentes structures relevant de l'eau qui l'ont permis de toucher du doigt les réalités que vivent les populations. Autre visite dans ce journal, celle des députés de la commission santé de l'Assemblée nationale dans les zones d'intervention de World Vision en 4e région. Objectif, voir les efforts et les engagements entrepris par l'organisation en faveur de la santé de la mère et de l'enfant. Candécila, correspondance. Pour cette visite des parlementaires dans les zones d'intervention de World Vision, ce sont les centres de santé de référence de Tomia et communautaires de Ouyan dans la même localité qui ont été concernés pour cette première étape. Il s'agissait pour les honorables de la commission santé de l'Assemblée nationale de voir sur le terrain le niveau de mise en œuvre des engagements du gouvernement en faveur de la santé de la mère et de l'enfant, mais surtout d'apprécier les efforts des partenaires dont World Vision dans le cadre de la prise en charge de la malnutrition. Dans le cercle de Tomia, le phénomène constitue un problème majeur, mais avec la mise en œuvre du projet de prise en charge de malnutrition aiguë PECIMA de World Vision, des progrès notoires ont été enregistrés. Cette année, par rapport aux cas modérés, on est à 1668 cas modérés, mais à la même période de l'an passé, on était pratiquement à 2000 et quelques. À Ouan, tout comme à Kimparana qui a constitué la seconde étape de la visite, les députés ont visité quelques réalisations de World Vision, dont le centre de loisirs de Kimparana. World Vision a déjà fait un grand pas. Les réalisations que nous venons de voir, les activités marchent à merveille. Les agents sont suffisamment formés pour vraiment bien accomplir leur mission. Je pense que c'est ça le socle. Des rencontres avec les populations et l'administration ont permis aux parlementaires de noter quelques insuffisances dont l'incapacité de collectivités à prendre en charge les salaires des agents de santé communautaire. Les députés ont enfin procédé à la remise de support à ces agents communautaires, un don de World Vision. Direction d'Ouanza, où une grande mobilisation des populations a accueilli le ministre Zahabi Ould Sidi Mohamed. Comme à Mopti et à Kona, le ministre a apporté le message de la paix et de la réconciliation, nous précisent nos envoyés spéciaux Djedje Kamara et Moussa Arimaïga. Au cours de cette visite du ministre de la Réconciliation nationale, les messages de paix et de réconciliation nationale. Les missions de son département, mais aussi et surtout la mise en place de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, dont un bureau sera ouvert à Mopti dans les tout prochains jours. Soumis aux questions des populations, le ministre Zahabi Ould Sidi Mohamed a vite compris qu'ici les préoccupations ont pour nom insécurité résiduelle, le vol de bétail, l'insécurité alimentaire, tout comme les accords attendus des négociations entre mouvements armés et gouvernement du Mali à Alger. Ce qui est sûr, c'est que ces négociations, le gouvernement et le président de la République est déterminé que ce soit fait de façon transparente, madame. Et on n'aura pas à signer un texte tant qu'on ne l'a pas expliqué aux gens. Autre précision. L'Algérie a déjà pu réunir tous ces mouvements
qui souhaitaient à Ouagadougou, ils étaient 4. Aujourd'hui, ils sont 6. Ils ont sorti 2 textes, un qui s'appelle plateforme et l'autre qui s'appelle déclaration, dans lesquels ils renouvellent leur attachement à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali et à la laïcité de l'État. Ce séjour du ministre en région de Mopti a permis de rencontrer les autorités politiques et administratives, les autorités religieuses et surtout les notabilités qui ont continué à prier et continuent de prier pour le Mali, mais aussi et surtout dans un processus où les griots du Mali entendent désormais jouer toute leur partition. On est venu leur dire, premièrement, il faut la paix. Le Mali est un pays de paix. Le Mali est un grand pays. Pour les autorités de Mopti, au-delà de la volonté d'aller à la paix, les attentes sont toujours là. Nous assistons actuellement dans la ville de Mopti à la recrudescence vraiment d'un grand banditisme. Et le second problème, c'est par rapport à la crise alimentaire. Depuis 2011, nous avons connu quelques difficultés par rapport à l'hivernage. Mopti signifie un peu rassemblement. C'est donc au nom du rassemblement que la ville de Mopti entend donner à la réconciliation toutes ses lettres de noblesse, donner un contenu comme elle l'a fait lors des rencontres préparatoires en 1992 des accords de paix entre le Mali et le mouvement et Front unifié de l'Azawad. Merci Moussa Hari. Je vous le disais tantôt, environ 24 milliards de francs CFA. C'est le coût du financement de la deuxième phase du programme d'urgence pour la relance du développement des régions du Nord. L'État et les agences en charge de l'exécution des travaux de réhabilitation des services administratifs ont signé cet après-midi des conventions de relance de ces activités. Le financement est entièrement assuré par le budget national, nous dit Moussa Fani. La signature de cette convention marque le démarrage des activités du programme d'urgence pour la relance du développement des régions du Nord phase 2. Ce programme devra permettre de réhabiliter des bâtiments administratifs. Il doit aussi doter des services de la zone d'équipements roulants et de mobilier de bureaux. Nous avons tenu compte essentiellement des réhabilitations et des nouvelles constructions n'ont été considérées que dans les zones dépourvues d'infrastructures à réhabiliter. Nous avons tout fait pour nous limiter aux zones affectées par la crise et limiter les réhabilitations pour le moment aux besoins de l'administration publique. Environ 24 milliards de francs CFA, c'est le budget alloué à cette seconde phase d'urgence pour la relance du développement des régions du Nord. Le programme a une durée de 10 mois. La première phase s'est très bien déroulée pratiquement dans toutes les régions. Cette seconde phase permettra d'achever ce que nous n'avons pas pu terminer à la première phase. Nous renouvelons l'engagement indéfectible de nos structures à l'exécution correcte des nouvelles prestations qui nous seront confiées à travers les conventions objet de la cérémonie. Le Premier ministre a invité les entreprises en charge de l'exécution des travaux de respecter les délais contractuels. Aux entreprises qui vont être choisis et qui sont en grande majorité des entreprises de ces régions, de faire en sorte que ces chantiers soient exécutés dans les meilleures conditions, en respectant les délais, en respectant les qualités requises, pour que ceux qui vont avoir à les utiliser puissent être pleinement satisfaits et puissent rendre les services que méritent nos compatriotes. Demandez aux agences de veiller à cela. Selon le Premier ministre, le gouvernement fera tout pour améliorer les conditions de travail de l'administration. Il faut signaler que la première phase du programme d'urgence pour la relance du développement des régions du Nord était financée à plus de 11 milliards de francs CFA. Suite de la tournée du ministre Abi Ould Sidi Mohamed à Douanza, le ministre a été accueilli par une forte population. Comme à Mopti et à Kona, le ministre a porté le message de la paix et de la réconciliation, nous précisent nos envoyés spéciaux Tchédje Kamara et Moussa Arimaïga. C'est un accueil populaire fait de chants et de danses de tous les espoirs, soutenu par des frénésies de mains et de pieds, qui a accueilli le ministre en charge de la réconciliation Abi Ould Sidi Mohamed et l'importante délégation qui l'accompagne à Douanza. En tête, les femmes, des femmes de Douanza mobilisées pour exprimer toute leur joie d'abord d'aller à la réconciliation, mais également de porter à la connaissance du gouvernement
les initiatives par elle prises pour accompagner le processus de paix. Face aux doléances des populations exprimées pour aller à la paix, le ministre de la Réconciliation, Zabi Ould Mohamed, a été un peu plus clair. Le forum que vous voulez organiser, la manière dont les femmes sont organisées ici, sont des facteurs très importants qui doivent être encouragés et soutenus. Et je peux vous assurer que l'organisation des femmes, des jeunes et des populations de Douanza sera soutenue par le gouvernement pour la paix. Au cours de cette rencontre avec les populations, le réseau des communicateurs traditionnels a été d'un apport important auprès du ministère de la Réconciliation nationale. Toutes choses qui ont permis de passer des messages en langue nationale. Messages qui ont permis au ministre de féliciter également les forces armées et de sécurité du Mali. L'aménagement pour le courage face au devoir, avant de se rendre avec sa délégation sur le site des infrastructures d'études de l'Académie d'enseignement de Douanza du fait de la guerre. Il faut rappeler qu'à Douanza, comme à Mopti et à Konna, partout, le ministre de la Réconciliation nationale a fait don de plus d'une douzaine de tonnes de denrées de première nécessité pour appuyer les femmes et les populations en ce mois béni de Ramadan. C'est ce mercredi 16 juillet que les pourparlers d'Alger vont débuter. En prélude à cette rencontre de haut niveau, la coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance a animé une conférence de presse. La coordination déclare qu'elle ne sera pas présente à Alger. Elle se dit très inquiète, criant l'acceptation d'un accord qui conduira à la partition de notre pays. Le point là-dessus, c'est avec Mahamadou Doumbia. La coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance, CMFPR2, constate son exclusion des pourparlers inclusifs intermaliens prévus à Alger à partir du 16 juillet 2014. La CMFPR2, à composante Ganaïso, Force de libération des régions du Nord, des mouvements de jeunes patriotes, entre autres, estime que cette absence n'est pas conforme à la résolution 2100 des Nations Unies et à l'accord de Ouagadougou, dont elle est signataire. Telle est l'entête d'un communiqué remis à la presse, objet de cette conférence de presse. Nous avons élaboré avec la société civile, plus de 200 organisations de la société civile, cette plateforme de propositions pour la paix et la réconciliation, qui comprend nos propositions pour que le Mali aille en paix, et qui sont déclinées en 3 grandes parties. La première partie, c'est la sécurité. La deuxième partie, des propositions concrètes par rapport à la gouvernance. Et nous avons fait des propositions par rapport au développement. Compte tenu de son engagement auprès des couches sédentaires des régions du nord du Mali, la coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance, CMFPR2, rappelle la fragilité du nord du Mali. En réponse aux questions des journalistes, elle incite à la vigilance. Aujourd'hui, il est hors de question d'accepter une partition quelconque de notre pays. Nous lançons donc cet appel à tous les Maliens qu'aujourd'hui, c'est le moment où jamais où il faut se mobiliser. Se mobiliser pour défendre d'abord le Mali. Nous appartient à tous. Ce n'est pas une question de Gao, de Tombouctou, de Kidal, c'est une question du Mali. Et c'est pour ça qu'on dit on s'oppose à toute division de ce pays. On ne peut pas accepter cela. La coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance, CMFPR2, demande l'engagement sans faille de la presse avec des informations équilibrées pour informer nos populations qui ont besoin de comprendre, de connaître la vérité, toute la vérité. En ce mois de Ramadan, mois de partage et de solidarité, les détenus de Bamako et de Kati viennent de bénéficier de l'élan de solidarité du Haut Conseil islamique du Mali. Un important lot de vivres leur a été remis en présence du ministre des Affaires religieuses et du culte. Alpha Maïga, reportage. La solidarité, c'est cette complémentarité, ce lien fort et fraternel qui unit les hommes entre eux. Ce mois de Ramadan en est une illustration parfaite. Témoin cet élan de solidarité du Haut Conseil islamique du Mali destiné à des hommes et des femmes privés de liberté. Il s'agit des détenus de Bamako et Kati. Nous avons trouvé ici quelque chose de symbolique. En riz, en mil, en sucre, des nattes de brouillard. C'est pour que vous vous rappelez des autres qui diront toute l'année et vivre des situations difficiles. Ce lot va arriver à destination à coup sûr, parce que
Ça, c'est un geste, nous pensons, très fort. Les personnes privées de liberté font partie des meilleures personnes pour lesquelles ces aumônes, ces dons sont les plus appropriés. Le ministre en charge des affaires religieuses et du culte s'est réjoui du geste. Il a saisi l'occasion pour souligner que l'islam, c'est ce facteur d'épanouissement de l'homme. Cela par le contenu solidaire et puis humaniste. Par de tels gestes, nous montrons que nous avons une religion et que cette religion est là pour l'homme. La cérémonie a été mise à profit pour prier pour un retour de la paix au Mali. Le Mali, où les regards sont tournés vers l'Algérie en vue d'amorcer le processus de paix entre Maliens. Autre geste de solidarité à l'occasion du mois béni, c'est celui de l'épouse du président de la République. Keïta Aminata Maïga continue sa tournée des communes. Cet après-midi, elle a fait des dons aux familles démunies de la commune 3. Khadija Toukone était sur place, son reportage. La série de remises de dons de l'épouse du président de la République continue. C'est le tour des familles démunies de la commune 3 de recevoir leurs dons en ce mois béni de Ramadan. Du sucre, du riz et de la viande ont donné le sourire aux bénéficiaires. Nous saluons beaucoup ce geste de Keïta Aminata Maïga. Elle nous a épargné de beaucoup de choses en ce mois béni de Ramadan. Grâce à elle, nous allons entamer le reste de ce mois béni sans problème. Le parking de la mairie de la commune 3, qui a servi de cadre pour la remise, a vu la présence des autorités administratives et coutumières qui ont vivement salué ce geste. Des colombes, signes de paix et de prospérité, ont été remises à la représentante de Keïta Aminata Maïga pour saluer sa générosité. La Fondation malienne pour l'entraide et le développement poursuit ses actions caritatives. À l'intention des couches démunies du pays, elle vient de remettre à 200 musulmans des deux rives de Bamako une importante quantité de vivres. Abdraman Maïga, compte rendu. Cette opération Solidarité Ramadan a permis à la Fondation malienne pour l'entraide et le développement d'offrir à 200 musulmans de la capitale une importante quantité de vivres. Les dons se composent entre autres de 200 sacs de riz, 20 sacs de sucre, 200 paquets de Lipton et 14 cartons d'huile, le tout pour plus de 5 millions de francs CFA. À travers ce geste, la Fondation soulage ainsi la souffrance de ses fidèles musulmans en ce mois béni du Ramadan. Ce n'est pas seulement une croyance, nous en sommes convaincus que ce serait très bénéfique pour les bénéficiaires dans la mesure où chacun sait aujourd'hui dans quelle situation les populations se trouvent aujourd'hui en besoin alimentaire. Et surtout quand on a pu donner quelques vivres à des gens les plus défavorisés, nous croyons que ce serait bienvenu. Cette opération Ramadan Solidarité n'est pas la première action entreprise par la Fondation. Elle a, de sa création en janvier 2013 à nos jours, initié plusieurs actions en faveur des populations défavorisées de notre pays. En plus de la campagne contre la cataracte dans le cercle des Nioro du Sahel, ce regroupement a remis en juin dernier aux familles des victimes militaires de Kidal une importante quantité de denrées alimentaires. Cette opération aura coûté plus de 30 millions de francs CFA. Jusque-là, l'intégralité, la totalité des montants investis viennent des Maliens. Pour vous dire que nous sommes capables de développer une certaine synergie pour faire face à certaines de nos difficultés. Le fardeau a beau être très lourd, si nous le partageons, eh bien chacun en prendra une part et le fardeau sera allégé sur la tête de l'ensemble de la communauté. Donc je pense que ce tissu de solidarité, chacun peut le renforcer. Ce sont les petites rivières qui grossissent le fleuve. Compte tenu de l'importance des actions de solidarité dans le développement socio-économique du pays, le président de la Fondation a invité les personnes de bonne volonté à accompagner l'initiative. Et nous avons ce communiqué du ministère des Affaires religieuses et du culte concernant le pèlerinage au lieu saint de l'Islam, campagne 2014. Le ministre des Affaires religieuses et du culte a l'honneur d'informer la communauté musulmane du Mali que les frais du pèlerinage au lieu saint de l'Islam pour la campagne 2014, filière gouvernementale, sont fixés à 2 740 000 francs CFA. Le coût arrêté pour la présente campagne se décompose comme suit.
Transport Bamako-Djeddah Bamako par voie aérienne, 1 376 500 francs CFA. Frais séjour en Arabie Saoudite, 1 229 000 francs CFA. Pécule mouton, 70 000 francs CFA. Transport pèlerin et barrage MDH, aéroport MDH, 4 000 francs CFA. Frais signe distinctif du pèlerin, 10 500 francs CFA. Passeport, 50 000 francs CFA. Le total, 2 740 000 francs CFA. Les inscriptions se feront du 15 juillet au 29 août 2014 à la maison du Hadj, assise dans l'enceinte du Centre culturel islamique de Hamdallah Bamako, dans les cercles et les missions diplomatiques et consulaires du Mali à l'étranger. Le versement des fonds ainsi que les différentes formalités s'effectueront simultanément au guichet unique de la maison du Hadj. L'acheminement des pèlerins à la phase aller va s'effectuer du 13 au 15 septembre 2014 et à la phase retour du 10 au 12 octobre 2014. Tous les candidats de l'intérieur doivent être physiquement présents à Bamako au plus tard le 25 août 2014 pour les dernières formalités de voyage et la formation. Par ailleurs, il est demandé à chaque pèlerin au départ de Bamako d'être muni de 12 photos d'identité. Les renseignements complémentaires feront l'objet de communiqués ultérieurs. Conférence de presse au siège de la société Wassoulor. La société informe de sa réouverture le 17 juillet prochain après une longue période de fermeture. Occasion pour la direction de la société en cette période de Ramadan de remettre des produits de première nécessité aux travailleurs. Mohamed Diarra, les détails. Une bonne nouvelle pour les 197 travailleurs de la société Wassoulor en chômage technique depuis 6 mois. Cette société reprendra ses activités le 17 juillet. Le PDG de Wassoulor l'a confirmé dans un message transmis aux travailleurs par le directeur des ressources humaines. Dans cette perspective, le président directeur général de Wassoulor, malgré un contexte difficile, va résorber une partie des retards de salaire en payant 2 mois. Le reliquat des salaires est en négociation avec les institutions bancaires afin d'être soldé à la fin de ce mois de juillet 2014. Le président directeur général de Wassoulor a décidé également d'approcher les institutions bancaires de la place afin de négocier un report d'échéance des prêts des travailleurs auprès des différentes banques pour le mois de janvier 2015. En attendant la reprise des travaux, la direction de Wassoulor se montre solidaire de ses travailleurs. Ces derniers se sont partagés 400 sacs de riz, les mêmes quantités en mil, sucre et 400 cartons de lait. Aujourd'hui, on est encore beaucoup plus heureux parce que nous avons des collègues qui étaient en chômage technique et qui sont dans une situation précaire depuis 6 mois, qui vont bénéficier aussi de cette donation. Ça nous va droit au cœur. Cerise sur le gâteau, le PDG a l'initiative heureuse de la création d'une mutuelle, ou si vous voulez d'une amicale, pour nous accompagner dans notre développement social et économique. C'est donc une nouvelle page qui s'ouvre dans la vie de la société Wassoulor. La 8e édition d'Oxygène a débuté ce matin à Kita. Cette rencontre qui se tient du 14 au 18 juillet regroupe une centaine d'enfants venant de toutes les régions du Mali, y compris le district de Bamako. L'objectif de cet atelier est de renforcer le partenariat et l'unité d'action entre les différents acteurs engagés dans le domaine de l'enfance en vue de promouvoir les droits des tout-petits. Rachel Tissougué est notre envoyée spéciale. La problématique de la participation des enfants et des jeunes à la construction citoyenne et à la culture de la paix est au cœur de la 8e édition d'Oxygène. Durant 5 jours, des jeunes venant de toutes les régions du Mali vont participer à des dialogues intergénérationnels, des actions de salubrité et de reboisement, des émissions radiophoniques et des reportages. Ces activités devront permettre aux jeunes de favoriser le vivre ensemble dans la différence et de consolider la paix sociale. Il contribuera à travers l'implication effective des enfants et jeunes au processus décisionnel à responsabiliser ces derniers et à les mettre en avant dans l'affirmation de leurs devoirs vis-à-vis de leurs pères, leur famille, leur communauté et enfin leur nation. Selon les organisateurs,
Oxygène est un espace qui offre l'opportunité aux tout-petits d'exprimer leurs besoins et leurs aspirations. Oxygène, c'est vraiment une belle initiative et un espace d'expression, de participation et d'engagement des jeunes pour les jeunes. Et pourquoi pas des adultes pour les jeunes aussi. Les vacances scolaires doivent mettre à profit la compréhension des parents, de mettre leurs enfants ensemble pour qu'ils puissent commencer dès leur jeune âge à être ensemble, à travailler ensemble, à réfléchir ensemble, à comprendre les problèmes de ce grand pays et à être conscients des différentes solutions que nous envisageons pour le pays. Plusieurs autres activités sont au menu de cette rencontre, telles que les visites touristiques, les sketchs et les veillées culturelles. Bientôt, 300 emplois directs seront disponibles pour la jeunesse. C'est en tout cas l'ambition de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, APEJ, qui vient de visiter plusieurs réalisations du projet de valorisation des filières de production animale et halieutique. Mamoudou Sidibé, compte rendu. Après avoir investi 600 millions de francs CFA dans les coopératives d'Ambé et Djanwili, les responsables de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ et leurs partenaires sont allés s'enquérir de l'état d'exécution du projet. Un projet qui concerne les réseaux de kiosques modernes de distribution et la ferme qui ravitaille ces réseaux. 7 kiosques à Bamako, ça nous fait 21 emplois, un gérant, un vendeur et un livreur. Et au niveau des fermes, où il y a de l'embouche, de la production de lait et souvent de la pisciculture et de l'aviculture. Les paramétriques au nombre en termes d'emplois indirects, c'est énorme. Nous comptons 3000 emplois au bout de ce projet-là. Et en tant que directrice de l'emploi, là où je comptabilise 3000 emplois directs, j'allais comptabiliser tout autour 9000 emplois indirects. Cette coopérative est un véritable projet de valorisation des filières de production animale et halieutique. Actuellement, on a 1500 poussins de chair. Il y a 500 qui doivent venir le 20. Il y a 2000 commandes encore. Pour les vaches laitières, là, on a une vingtaine. Pour la pisciculture, là, on a 6000 individus. Une telle initiative est la réponse aux problèmes d'emploi et à l'autosuffisance alimentaire. C'est pourquoi le directeur national de la jeunesse invitera les jeunes à aller vers le monde rural. L'État a mis des structures en place comme la pêche. L'État a créé les banques. Maintenant, nous attendons des jeunes, beaucoup d'efforts, beaucoup d'initiatives. La réalisation du projet porte entre autres sur l'achat et la mise à l'embouche de 1960 bovins et de 985 ovins dans les localités de Bamako, Mopti, Djéné, Ségou et l'installation de 7 kiosques modernes à Bamako. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali informe tous les opérateurs économiques de la visite au Mali d'une délégation de la Confédération indienne des industriels du 17 au 18 juillet 2014. Les secteurs concernés sont les suivants: manufacture, eau et irrigation, agro-industrie, lait, énergie et électricité, infrastructures sociales, produits pharmaceutiques, imprimerie, emballage, BTP, mines, financement de projets. La visite sera marquée par un forum d'affaires de haut niveau et de rencontres B2B le jeudi 17 juillet 2014 à Azalai Hotel Salam à partir de 9h. Place à notre chronique santé qui s'intéresse ce soir aux médicaments traditionnels sous emballage moderne. Depuis un certain temps, certains thérapeutes fabriquent des médicaments traditionnels à base de plantes de chez nous et qui sont sous forme de gélules, de tisane ou de sirop. C'est dire que la médecine traditionnelle se modernise au grand plaisir des consommateurs. Focus Santé, une réalisation de Tessera Dambélé. Des traditionnelles feuilles d'arbre dans un canari aux tisanes, à la poudre ou au sirop pour satisfaire un besoin permanent en santé. C'est ce que connaît depuis des années le monde de la médecine traditionnelle au Mali. La tendance est de donner un autre aspect à ce qui relève du patrimoine national et aboutir à ce qu'on appelle médicaments traditionnels améliorés sans toxicité. En plus de la division médecine traditionnelle de l'INRSP, les tradithérapeutes maliens sont déjà lancés dans l'amélioration de leurs médicaments avec un œil sur la propriété. S'il n'y a pas de propriété, il n'y a pas de santé. Donc à travers cette propriété, j'ai eu l'initiative de faire des emballages, de faire des dosages en gélules, en comprimés, en sirop, en tisane,
selon dont tu peux prendre dans tes possibilités. On y fait aujourd'hui de plus en plus recours aux notions de posologie, de mode d'emploi et de date de péremption. La médecine traditionnelle est un véritable patrimoine national. Au Mali, l'itinéraire thérapeutique montre que la famille et les tradithérapeutes constituent le premier recours de plus de 80% de la population. La collaboration entre tradithérapeutes et médecine classique se développe avec plus de recours aux analyses biomédicales. Je ne peux pas travailler sans les hôpitaux, sans les cliniques, parce que qui dit un bon traitement, dit une très bonne diagnostic. Le diagnostic c'est fait dans les laboratoires, dans les cliniques. Nous, on a besoin de ça pour pouvoir bien travailler. Mais les tradithérapeutes connaissent leurs limites. Oui, pour proposer un traitement à des infections, à une constipation ou à un paludisme, mais certaines pathologies sont systématiquement renvoyées dans les centres hospitaliers modernes, comme ce jeune venu donner des explications faisant penser à une hernie et à une hydrocèle, mais chez un patient très jeune. Les trucs d'opération, les maladies qui sont arrivées à terme d'opération, nous on ne peut pas gérer ça. Ça c'est un des deux. Les maladies cancéreuses, on ne peut pas gérer ça. Les maladies trop compliquées, il faut aller voir d'abord un bon spécialiste. Les trucs diabétiques, que les tradipraticiens leur disent que va manger d'ici, que je peux te traiter à la fin. Non. Personne dans le monde entier ne peut traiter un diabète fini, mon frère. Personne. On peut stabiliser un diabète, on peut stabiliser un problème de tension, mais on ne peut pas les finir définitivement. Autant la maladie a de beaux jours devant elle, autant cette médecine traditionnelle, source de merveilles, a de beaux jours devant elle. Allez, du sport dans cette édition du handball, le Sénégal en filles et le Cap-Vert en garçons sont les vainqueurs du Challenge Trophée édition 2014. La cérémonie a eu lieu au Palais des Sports. C'était en présence de Abdulkarim Kaba. La salle est surchauffée tant sur le plancher que dans les gradins à l'occasion de la finale du Challenge Trophée entre le Mali et le Sénégal en blanc. D'entre deux jeux, les Sénégalaises tentent d'étouffer les filles du coach David Moroli du Mali. Mi-temps 16-18 pour le Sénégal. En seconde partie, même scénario entre Maliennes et Sénégalaises. Le Mali va courir longtemps derrière le score. À 10 minutes de la fin, les jeunes du Mali établissent la parité 28-28. Cette action galvanise plus le Sénégal qui marque coup sur coup, alors que de son côté, le Mali rate des occasions de maintenir l'égalité. Finalement, les filles du Sénégal l'emportent 34-30, soit 4 points d'écart. Chez les garçons, le Cap-Vert en blanc est face à la Guinée-Conakry. Après une petite séance de haka en rugby, place au jeu. Plus technique et adroit, le Cap-Vert domine de bout en bout cette finale. Les Blancs gagnent par 30-25. Dans l'ensemble, l'édition de 2014 de Challenge Trophée s'est bien déroulée. L'occasion est bonne pour le ministre des Sports de féliciter l'ensemble des délégations et les instances de handball pour le choix du Mali. C'est autour d'un dîner que le Challenge Trophée édition de 2014 à Bamako a pris fin. Avant de nous quitter, un dernier hommage au député élu à Yorosso, Dramane José Goïta, président de la Commission des finances et de la promotion du secteur privé. Il a été conduit à sa dernière demeure le 7 juillet à Yorosso. Il était âgé de 41 ans. On notait la présence d'une délégation de l'Assemblée nationale, du ministre des Finances et de l'Économie, ainsi que du ministre en charge de la sécurité alimentaire, mais aussi les membres de sa famille politique, l'ADEMA. Voilà, dernier hommage au député élu à Yorosso, Dramane José Goïta. Que l'âme du défunt repose en paix. Sur ce, prend fin ce journal. Merci et à demain.